Né à Middletown aux États-Unis. Père, artisan coiffeur. Études, vite interrompues. Acteur au théâtre yiddish. Voyage en Europe. En 1939, entre dans la carrière cinématographique à la RKO. C'était comment Hollywood à ce moment-là, justement, en 1939? Hollywood, à cette époque-là, c'était une toute petite ville qui a ramassé énorme talent technique, mise en scène, acteurs, organisation, mais tout dévoué aux stars. C'était l'époque du star, le système du star. Des écrivains travaillaient pour écrire pour un star. Tout est préparé pour mettre en valeur cet individu qui a tiré le box-office du monde entier. C'est le star system. Tu as travaillé avec des grandes stars? Alors, le baptême était avec Joan Crawford. La grande? Oui, elle était à l'époque la grande Joan Crawford. Et pour t'indiquer l'attitude, j'étais tout jeune, je faisais encore plus jeune que je n'étais. Et quand on a tourné la première scène, à un moment donné, je dis « cut, coupez ». Il y avait un silence glacial dans le studio. Et elle se retournait, comme pour dire « qui a osé dire coupez ?» Et tout de suite, l'assistante a crié « pourquoi vous faites des bruits là ?» Elle me dit « ne dis jamais cut à Joan Crawford, il ne faut pas le dire. » Je dis, mais c'était pas bien. Elle a dit, comment? Je dis, c'était pas bien. 2 minutes plus tard, je me trouve dans le bureau du grand chef de studio, Louis B. Mayer, qui dit, bon, c'est fini. Je pensais que j'étais vidé, mon premier plan que j'ai tourné. Mais non, elle m'invitait à dîner. Joan Crawford, je suis venu chez elle. Ça aussi, c'était quelque chose. Raconte. Oh, la maison, comme un musée. Elle avait 3 petits-enfants charmants adaptés qui portaient des gants en blanc. On saluait avec des petites révérences. Et elle m'a dit, pourquoi tu m'as dit couper? Je dis, parce que je n'ai pas trouvé bien la scène. Elle dit, tu me trouves mauvaise actrice? Je dis, non, au contraire, je trouve très bonne actrice. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je dis, quand tu étais dans le personnage qui est près de toi, tu me plais énormément. Mais quand tu fais le grand lady, ça s'en fout. Elle dit, c'est vrai, je fais ça. Je dis, oui. Bon, elle dit, on va essayer encore une fois demain. Elle t'a repris? Oui, mais avec la condition que je dis jamais couper. Je dis, mais si ça ne va pas, elle dit, fais seulement comme ça. Fais ce petit geste et je saurai qu'il faut le refaire. Alors, elle est une telle bête de cinéma. Elle savait tout, tout le technique, les lumières, comment ça se plaçait. Elle porte un petit miroir, elle dirigeait la lumière comme ça, comme ça. Extraordinaire. Et croyez-moi, quand j'ai fait comme ça, si elle était de dos, elle a compris. Mais comment le voyait-elle? Je sais pas. Je ne sais pas. Elle avait des antennes. Fantastique. Mais tout était à la protection du star. J'ai fait un plan avec elle à l'extérieur. Il y avait un arbre, un buisson, et j'ai laissé tomber une petite ombre sur son front. Encore dans quelques minutes, j'étais dans le bureau de M. Mayer, qui me dit, listen, écoute, jeune homme, le monde entier paye d'argent pour venir voir Joan Crawford. Alors je veux le voir, mais pas des ombres. Tout était pour les... pas mettre en valeur comme des grands artistes, mais pour les vendre.
C'est un produit. Produit. Tu as travaillé avec d'autres grandes stars de l'époque? Oui, j'ai commencé avec Conrad Veidt, qui était à l'époque le grand des européennes, qui était vraiment un géant acteur, une énorme personnalité. C'était mon premier film. On me présentait comme son metteur en scène. Il était très grand. Il me regardait comme ça. Il a dit non. Il est parti. Finalement, on lui dit bon, laisse tourner un jour. Alors, figure-toi que moi, je ne savais pas ce que je faisais en tout cas. Mais avec cette pression de voir, je dois me prouver dans un jour, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai appelé déjeuner à 10h30 pour pouvoir penser. Et l'opérateur qui faisait la lumière a dit quel est notre premier plan? Paralysé. Il dit écoute, pourquoi pas faire un travelling? Lui, il va entrer dans la porte. Il fait un travelling, un mouvement très vite sur lui. Tu t'arrêtes en gros plan. Je dis ah oui, qu'on fasse ça. Veidt qui est revenu de déjeuner, il me regardait comme ça. Il voit le travelling, les rails placés. Il dit qu'est-ce que c'est ça? Je dis alors on va commencer là. On arrive sur un gros plan. Ah, j'aime bien ça. Depuis alors ça marche. Ça marche. Oui. De ce que tu racontes, on a l'impression que le réalisateur à Hollywood, ça n'existe pas. C'est qui choisit le scénario? Écoute, il y avait 1, 2, peut-être 3 qui étaient les grands. C'était les grandes époques de Lubitsch, par exemple. Mais si je te disais combien de films étaient tournés où le metteur en scène a jamais rencontré le scénariste, on lui dit voilà, prends ça et tourne. C'était la machine. Il y avait le producteur qui était entre le metteur en scène et le studio. Et le miracle était quand même qu'il y avait des films excellents qui étaient faits à l'époque à Hollywood, mais c'était toujours malgré le système. Par exemple, c'était tout de suite après le succès de Autant emporte le vent. Le grand producteur était Selznick, David Selznick. Le metteur en scène, Victor Fleming. Et tout de suite, ils annonçaient un autre film. Ils vont enchaîner comme équipe. Un jour, tout le monde court vers moi et dit « Félicitations, félicitations. » Pourquoi? David Selznick veut que tu fasses son prochain film. Moi? On m'amène. David Selznick qui me dit « Félicitations. » Et je vais te confier, et toutes les stars du monde étaient dans ce film. Défilé. Je dis, mon Dieu, c'est très excitant, je ne sais pas si je pourrais, si je suis prêt, j'ai jamais fait un film. T'inquiète pas. Alors, quel est le sujet? On en parlera du sujet. On va commencer une telle date, les costumes, la couleur. Oui, mais le sujet... Bon, tu auras le temps, on va t'envoyer un scénario un jour. Bref, j'ai demandé 3-4 fois, le film c'est quoi? Il dit, écoute, jeune homme, tu sais pourquoi tu es là? J'avais une bagarre avec Victor Fleming. Il ne fait plus le film. Alors je vais le bien montrer que ce n'est pas le metteur en scène qui fait le film, mais le producteur. C'est pour ça que tu es venu. Il avait pris un jeune homme sans expérience? Oui, j'ai blâmé, je suis parti. Ça, c'était une des attitudes envers le metteur en scène à l'époque. Mais il y avait un moyen de résistance ou pas? Oui.
le moyen de résistance, c'est si tu avais derrière toi 2, 3 grands succès, tu avais un certain poids. Il y avait le John Ford à l'époque. Il y avait Frank Capra, Fleming, Lubitsch. Alors là, c'était plus difficile. DeMille qui faisait ces grands trucs. Mais même eux n'avaient pas le droit sur le montage de leur propre film. Ah, ils ne faisaient pas le montage du film. Peut-être on les a laissés de temps en temps le faire, mais légalement, ils n'avaient pas le droit. Ce droit était gagné durement, amèrement, après, seulement dans les dernières 10 années. Et même aujourd'hui, à Hollywood, il y a très peu de mettre en scène qui ont le droit de faire le montage de leur propre film. Même aujourd'hui. Mais c'est pas du tout le même Hollywood. Aujourd'hui. Oh non, Hollywood aujourd'hui, il y a un centre d'excitation, de création. Les gens sont beaucoup plus libres. Le système de producteur n'est plus là, parce que c'est indépendant aujourd'hui, n'est-ce pas? Le grand studio est presque disparu. Il fait son montage, s'il lutte pour le faire. Il n'y a pas le système de stars, et disons qu'il y a une censure qui est le plus libre du monde. Alors c'est pas du tout la même chose. Il t'est arrivé, toi, jeune metteur en scène, d'avoir à t'opposer à des grands... Pourquoi tu ris? Voilà, pour te répondre, je raconte autre chose, l'attitude envers le metteur en scène. Le grand chef était L.B. Mayer, Louis B. Mayer. J'étais sous contrat à MGM, le métro. Et finalement, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas fonctionner dans ce système. Et j'ai demandé qu'il annule le contrat, qu'il me libère. Il a dit non. Et la raison pour le non était intéressante, parce que j'avais fait une petite comédie où tous les personnages étaient des gens riches et bien, de haute bourgeoisie. Il dit non. Les gens qui savent faire des films avec des gens bien sont rares. Tu vas rester. Je dis, mais je ne peux pas. Il dit, je te libère, tu vas signer des contrats avec un autre studio. Je dis, non, je signe que je retourne à New York parce que je venais du théâtre, je reste là. Et il dit, je ne te libère pas. Alors, je suis parti. Et j'ai fait une petite grève individuelle pour 13 mois. Tu n'as pas travaillé pendant 13 mois? 13 mois, je suis allé vivre dans une petite plage et j'ai lu. Chaque semaine, le chèque pour mon salaire est venu. Ils sont ramassés, peut-être 13 mois. Et finalement, il a bien calculé. J'avais un tel besoin de travailler, je suis venu et dit, bon, donnez-moi un film, je veux travailler. Il dit, bravo Dassin. Il dit, viens avec moi. Il m'amène dans son bureau. Un bureau comme un amphithéâtre. Et là sont tous les chefs de studio, tous les présidents, vice-présidents, les grands producteurs. Et il me parle en se promenant. Et il dit, Dassin, je vais te raconter une histoire. Tu connais Devant bien... tout cet aéropage de gens. Oui. Comme ils étaient un juré. Et il dit, tu connais mon cheval, Peter. Il avait beaucoup de chevaux. Je dis, mais bien sûr, je connais, c'est un champion. Alors écoute, j'ai acheté ce cheval, tout jeune, pour $50,000. Tous les gens autour de moi, les entraîneurs, ont dit, c'est pas de bon sang, c'est pas de vraie qualité, faut pas l'acheter. Moi, j'ai dit Meyer, j'y crois. Ils l'ont acheté. Et quand il avait 2 ans, il a couru 6 fois, il a gagné. Je dis, bon,
Tu vois, c'est en grand. L'année prochaine, on va l'inscrire pour le Kentucky Derby, qui est une des grandes courses. Bon, l'année prochaine, il y a quelques courses préparatoires. Peter, il file. Mais quand il arrive vers la fin, il quitte. Tu comprends, Dassin? Il quitte. Je dis, bon, j'ai toujours confiance. Deuxième course, la même chose. Troisième course, la même chose. Quand il entre dans, comment on dit, le stretch. Juste la ligne d'arrivée? La ligne d'arrivée. Stop. Je suis très déçu, dit-il, toujours en se promenant. Alors je dis, bon, laisse-la à la ferme. Il ira à la ferme. On l'a laissé pour 13 mois à la ferme. Oui, laisse-le réfléchir. Et je me dis, est-ce que j'avais tort vraiment? Et un jour, mon entraîneur, chef, vient en courant et dit, Monsieur Meyer, j'ai compris pourquoi Peter s'arrête. Pourquoi? Il regarde vers moi, il regarde vers son juré. Et mon entraîneur m'a dit qu'il est un merveilleux cheval, mais il a des testicules énormes. Et ça lui fait mal quand il court beaucoup. Alors, dit-il, Dassin, j'ai coupé ses testicules. Et maintenant, il court. Terrible, ça. Terrible. Alors là, je me suis livré de toutes les obscénités new-yorkaises que je connais. Et comme ça, il m'a libéré. C'est pour ça qu'en définitive, tu as quitté tout ce système pour aller tourner... C'était pas possible. La Cité sans voile, tu t'es éloigné. La Cité sans voile, tu l'as tournée où? Pas un plan dans un studio. C'était la première fois que ça arrivait à Hollywood, non? Première fois, oui. Première fois. C'était l'époque de Rome ville ouverte, où le souffle d'Europe est venu le néo-réalisme. Et c'était une histoire policière banale. Personne n'était très intéressé. Mais je dis, vous me laissez tourner ça dans les rues de New York? Bon, elle hésite parce que le devis était très réduit. Très petit. C'était le premier. Il dit non, il y avait d'autres films qui ont tourné partie du film. Hathaway a fait un film à New York avant ça, mais pas seulement des extérieurs. Nous, on a entièrement tout fait. Oui. En fait, tu avais cru échapper à Hollywood, et Hollywood t'avait encore eu, parce que c'est pas le film que tu as fait qui est projeté à l'heure actuelle. Non. Personne n'a vu le film que j'ai tourné. C'était le commencement de la maladie qui était visitée sur l'Amérique à l'époque, le macartisme. Et l'auteur de scénariste, Albert Maltz, et moi, on était un peu suspects. Et moi, quand je terminais un film, je rentrais tout de suite à New York. Je faisais du théâtre. J'ai fait mon montage. Tu as pu le faire, le montage? J'ai fait le montage. Et j'ai serré la main du producteur et j'ai dit, alors c'est ça le montage? Il dit, c'est ça, je te promets. Et je viens de terminer la pièce que j'ai faite. On a fait une très grande gala à New York. Le tout New York était là, les fonctionnaires, le maire, etc. Et c'était alors que j'ai vu le film déchiré, mutilé, massacré. Ils avaient fait un autre montage? Ils ont laissé des sections, mais chaque chose qui peut être mal interprétée, comme soyant quelque chose rouge, le mot fin. On ne peut pas parler de New York ou n'importe quelle grande ville sans parler du mot fin, pauvreté. Tout était arraché des films. Il ne restait plus que l'intrigue policière. À peu près. Ils ont changé des discours. Ils ont mis d'autres discours dans les lèvres des acteurs. Tu n'avais aucun moyen. Le film a fait sa carrière comme ça. Il a fait son carrière.
Mais on ne pouvait rien faire parce que légalement, le studio avait le droit sur le montage. Tu fais encore 2 films qui sont Les Bas-fonds de Frisco et Les Forbans de la nuit, puis tu es contraint à l'exil. Dans quelles circonstances? Alors, la maladie a développé, c'est devenu Le macartisme. pire. Des gens qui étaient chassés des universités, de tous les arts. Ça se passe dans les années 50. Ça allait de 47 jusqu'à 50. Ça continuait normalement après. Mais c'était après 49, je ne trouvais pas de travail. J'étais sans travail pour 5 années. De 1949 à 1954, tu t'es exilé quand? Tu as quitté l'Amérique quand? Écoutez, je ne me suis pas vraiment jamais exilé. Curieusement, on m'avait demandé de venir en Italie pour commencer pour faire Don Camillo, le piccolo mondo de Don Camillo. Mais je n'étais pas d'accord avec le producteur sur la façon de faire. Et je suis rentré en Amérique. Et je cherchais travail, je n'en trouvais pas. Et finalement, la France m'a demandé de faire un film avec Fernandel. Je suis revenu ici pour faire ce film. Mais 2 jours avant le commencement du tournage, des pressions sont venues de Hollywood et on a fait peur au producteur français en lui disant le film ne va jamais sortir aux États-Unis. Alors j'ai pas fait ce film. Et jusqu'à Rififi, j'avais rien, je ne travaillais pas. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que tu n'as pas tellement envie de parler de cette période. Et pourtant, un autre metteur en scène américain qui a joué un autre rôle que toi, qui s'appelle Elia Kazan, il en parle volontiers. Et même il déclare parfois, il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, il déclare à une question qu'on lui demandait, vous vous rendez compte que par symbole, certains sont allés en prison et que la plupart ont été privés de travail pendant des années parce qu'ils vous avaient dénoncé. Et il répond aujourd'hui, je le sais, pour moi c'est un grand tourment dans ma vie, j'en garde un terrible sentiment de culpabilité, pourtant je crois avoir eu raison d'agir ainsi. On est à la fois sidéré et on aimerait bien que tu en parles. Tu as connu Kazan? Très bien. On a grandi ensemble. C'était un talent que tout le monde a vu grandir et fleurir. C'était un ami, on croyait. Je te dis tout simplement que c'est pas vrai. Quand on dit certains d'abord, qui sont les certains qui est dénoncé? Tous ses amis qui ont été dans le même théâtre avec lui, le group theater, les gens avec lesquels il a passé sa vie. Et s'il dit, je crois que j'avais raison de le faire, qu'il me le dise à moi. Parce que moi, je sais que 24 heures avant qu'il est allé à la commission d'enquête, il a téléphoné ses amis, il a dit à tout un groupe, on était tous là, il croit qu'on va me faire chanter. Jamais, je ne le ferai pas. On a dit, bien sûr, je le ferai pas. Et le lendemain, on lit ça. Alors, s'il a cru qu'il a bien fait, parce qu'il a dit aussi que ces gens étaient, je crois le mot était nocif. Nocif pour l'Amérique. Il a découvert ça quand 24 heures après qu'il a dit, je ferai jamais une telle délation. C'est pas vrai. D'être coupé de ton travail, et je comprends, lui, c'est un homme qui son travail était perdu. Si il me dit tout simplement, écoutez, le besoin de travailler, de fonctionner, d'être Kazan était plus important que toutes les autres raisons,
Je dis bien. Au moins tu dis la vérité. Mais qu'ils ne disent pas à tous les gens qui savent et qui le connaissent que ses amis étaient nocifs. C'est pas vrai. Oui. Non, je veux pas parler. Ça me dérange.